Partagez la vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire passer un message fort de la part du président burkinabé, Christian Kaboré. Et nous allons faire passer un message très fort envers le PDCI-RDA. Il a venu du parti politique, le PDCI-RDA. Donc, nous allons souligner des grands points et des grandes lignes dans ce direct ce soir. Donc, les Burkinabés, partagez la vidéo. Les membres du PDCI, partagez la vidéo. Au moins un dispensaire, au moins de l'électricité et au moins de l'eau courante. Si chaque village de Côte d'Ivoire a ça, toute la Côte d'Ivoire est Chers Burkinabés, partagez la vidéo car la vidéo va s'adresser à la communauté burkinabé et surtout au président burkinabé. On va quitter au Burkina pour descendre en Côte d'Ivoire. Donc nous allons commencer sur le Burkina. Mais notre direct sera lié à ce job. Voilà. Diabayi. Fatih Ouattara. Bonsoir ma soeur.
musique pour pouvoir passer aux choses sérieuses. Ça, c'était un petit hommage à Laurent Gbagbo. Peut-être on rendrait aussi un hommage à Ouattara avec sa gérance négative. Mais cela ne va pas nous empêcher de lui rendre hommage un jour. Voilà, donc c'est tellement clair. Alors, nous allons passer aux choses sérieuses. Mais avant de commencer le direct, j'aimerais vous saluer. Voilà, tous et toutes. Et je vous prie en même temps de m'accorder juste une petite minute. Comme ça, nous allons commencer le direct. Mais le direct, je dis, il s'agit ici du président burkinabé par rapport aux agissements de Guillaume Soro depuis le territoire ivoirien. Et le mutisme du président burkinabé envers la personne de Guillaume Soro. Et quand on va terminer ça, alors nous allons venir sur le dossier de PDCI RDA. Et pourquoi Bédié n'a pas le droit de faire une petite erreur? Oui, pourquoi? Et pourquoi Bédié n'a pas le droit de nommer certains cadres du PDCI en tant que des candidats du PDCI RDA en 2020? Et quels sont les cadres du PDCI qui sont déjà des marionnettes de Ouattara? Et pourquoi il faut interpeller Bédié pour ne pas qu'il fasse une erreur? Donc nous allons faire un direct pour en parler. C'est très important parce que nous sommes là pour éclairer aussi les grandes personnalités ainsi que la jeunesse, voilà, africaine et particulièrement ivoirienne. C'est très important et donc c'est pourquoi nous sommes là. Voilà, quand nous avons un bout de temps, chaque soir, nous nous mettons devant nos écrans pour pouvoir détailler certaines choses et enfin d'éclairer l'opinion publique qui nous suit. C'est très important. Donc je vous remercie infiniment pour votre bravoure. Voilà, et vos temps que vous nous accordez chaque jour. Que Dieu nous donne le souffle de vie. Alors bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Alors vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien. Gouverneur italien, docteur Mondone. Appelez-moi aussi Boum Boum. Alors si le nom Boum Boum est lourd que vous, alors vous pouvez aussi m'appeler Laisse-moi mourir 5 heures. Alors si vous ne voulez pas aussi m'appeler Laisse-moi mourir 5 heures, appelez-moi tout simplement Plein Droit. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous adresser particulièrement au président burkinabé, son excellence, M. Christian Kaboré. Oui, président en exercice actuellement au Burkina Faso. Nous savons que Christian Kaboré, là où il est, son pouvoir n'est pas assez solide. Parce que en Côte d'Ivoire, il y a des vampires qui guettent un bout de temps, c'est-à-dire une opportunité pour frapper son pouvoir afin que ce dernier tombe. Alors, ils avaient déjà tenté dans le passé, mais la réalité du terrain ne leur a pas donné raison. Donc, avec leur coup réussi, alors il y a eu une pression internationale qui a fait que ces gens-là ont quitté, voilà, le pouvoir. Et Christian Roch Kaboré, il y a eu des élections, il a pris le pouvoir et il est actuellement président de la République du Burkina Faso. Alors, j'aimerais interpeller le président burkinabé. Soit le président burkinabé, il veut être honnête envers le peuple burkinabé, ou soit il veut être malhonnête envers le peuple burkinabé. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas concevoir que le leader le plus brillant, l'un des leaders le plus brillant de l'Afrique, appelé Thomas Sankara dans le passé, assassiné par son ami Blaise Compaoré, soit en Côte d'Ivoire, et Christian Kaboré, soit président du Burkina, et resté muet sans faire la justice. Vous savez, peuple burkinabé, vous ne devez pas regarder Christian Kaboré faire ceci. Vous devez exercer une pression forte sur lui afin que Blaise Compaoré puisse venir éclairer le peuple burkinabé. Non seulement le peuple burkinabé, mais le peuple africain. C'est très important. Parce que ce que Christian Kaboré fait, c'est anormal. Il est président de la République. Qui peut encore rétablir la justice? Si ce n'est pas lui,
Il attend encore que les membres de Blaise Compaoré prennent le pouvoir. Mais si les membres de Blaise Compaoré prennent le pouvoir, mais il n'y aura jamais de justice au Burkina. Parce qu'ils vont toujours étouffer l'affaire. Ou soit Christian Kaboré déclare ouvertement au peuple burkinabé que lui-même, il est un agent de Blaise Compaoré. Et que c'est Blaise Compaoré qui s'est déguisé en Christian Kaboré pour gouverner le Burkina. Et donc, raison pour laquelle il n'est pas inquiété, raison pour laquelle il ne poursuit pas les dossiers de Thomas Sankara pour pouvoir éclairer le peuple burkinabé. Car Thomas Sankara n'est pas un petit leader. Il a été l'un des leaders qui a commencé le panafricanisme. Il a été l'un des leaders qui a éclairé le peuple burkinabé. Il a été l'un des leaders à demander au peuple burkinabé de se mettre au travail. Et aujourd'hui, Blaise Compaoré a régné au Burkina parce qu'il savait qu'il était dans le coup bas qui a fait que Thomas Sankara est parti au-delà, qui a fait que Thomas Sankara est mort. Blaise Compaoré ne pouvait pas ouvrir des dossiers pour appliquer la justice au sein du pays. Alors, Dieu merci que ce Blaise Compaoré a perdu le pouvoir. Avec la bravoure du peuple burkinabé, Christian Kaboré vient, il a été élu par le peuple burkinabé. Il vient au pouvoir parce que le peuple burkinabé a eu confiance en Christian Kaboré. Alors ce dernier, il vient au pouvoir et il abandonne le peuple burkinabé. Il ne poursuit même pas les dossiers de Thomas Sankara. Il laisse Blaise Compaoré vivre paisiblement en Côte d'Ivoire sans lui lancer un mandat d'arrêt international, sans mettre la pression sur Dramane pour pouvoir demander l'extradition immédiate, sans condition, sans réfléchir, de Blaise Compaoré. Et non, Christian Kaboré, il est là. Mais il attend qui pour pouvoir rétablir l'ordre? Il attend qui pour pouvoir rétablir la lumière aux yeux du peuple burkinabé? Qu'est-ce que Christian Kaboré attend réellement pour pouvoir ouvrir les dossiers de Thomas Sankara? Et les exactions commises par Blaise Compaoré, qu'est-ce qu'il attend? Est-ce que c'est son ami intime? Est-ce que c'est son ami? Donc il protège Blaise Compaoré. Peuple burkinabé, votre révolution n'a rien apporté. Votre révolution n'a rien apporté parce que vous avez voulu la justice dans votre pays. Voilà quelqu'un que vous avez mis au pouvoir qui ne pense pas à la justice. Voilà quelqu'un que vous avez mis au pouvoir qui s'en fout de ce qu'on appelle justice, qui s'en fout de la mort de Thomas Sankara. Alors, peuple burkinabé, est-ce que Thomas Sankara, sa mort, vous intrigue? Est-ce que sa mort vous fait mal? Si ça vous fait mal, interpellez Christian Kaboré pour lui dire tout simplement que vous avez mené la révolution populaire pour le départ de Blaise Compaoré, afin que le président qui allait venir présider le Burkina puisse faire sortir les anciens dossiers pour pouvoir rétablir les charges des uns et des autres, les responsabilités des uns et des autres. Vous n'avez pas fait la révolution pour mettre quelqu'un, un collabo de Blaise Compaoré qui va encore étouffer cette affaire de Thomas Sankara. C'est très important. Voilà quelqu'un, Christian Kaboré, qui est au pouvoir. Il sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a des vautours comme Guillaume Soro, comme Blaise Compaoré. Des gens qui ont tenté un coup d'État depuis la Côte d'Ivoire par le biais de Guillaume Soro, qui a épaulé Blaise Compaoré et ses éléments, les Diendéré et j'en passe. Et ce coup d'État qu'ils ont fait, il y a eu certains Burkinabés qui sont morts. Je dis bien, il y a eu certains, même si c'est 2 Burkinabés ce jour-là qui ont été tués, c'est qu'il y a eu des Burkinabés, il y a eu le sang burkinabé qui est versé. Si ce jour-là, un Burkinabé, 2, 3, 4, 5 Burkinabés ont été assassinés, un Burkinabé est un Burkinabé. Il n'y a pas un Burkinabé supérieur et inférieur. Ils sont tous égaux et vous êtes tous égaux. Alors, quand c'est comme ça, est-ce que c'est mort qu'il y a eu suite à ce coup d'état de Diendéré, Guillaume Soro et Blaise Compaoré? Monsieur Christian Kaboré, encore, il va laisser les dossiers dormir. Il va laisser les dossiers s'endormir. Christian Kaboré, je pense que ce n'est pas quelqu'un qui est le bienvenu au Burkina. Parce que ce monsieur, cette démarche ne rassure même pas le peuple burkinabé. Et cette démarche ne rassure pas les pays limitrophes du Burkina.
Christian Kaboré va-t-il encore continuer de protéger Soro Diom et Blaise Compaoré, sachant bel et bien que ces deux individus ont bafoué la démocratie au Burkina? Ces deux individus ont bafoué la démocratie au Burkina. Ces deux individus ont donné les ailes aux terroristes au Burkina. Est-ce que Christian Kaboré va encore toujours cacher ces dossiers qui concernent Soro Diom et qui concernent Blaise Compaoré? Je pense que si ce monsieur veut toujours continuer à protéger Blaise et Soro Diom, qui s'en foutent du peuple burkinabé, qui s'en vont verser le sang depuis la Côte d'Ivoire vers le Burkina pour assassiner des Burkinabés, pour bafouer la démocratie burkinabé, pour essayer d'imposer la dictature au Burkina, et que Christian Kaboré ne fait rien, il sera mieux que le peuple burkinabé se réveille pour demander des comptes à Christian Kaboré, ou les élections futures, vous seriez obligé de lui rappeler tout ça pour demander son départ immédiat et mettre quelqu'un d'autre qui sera capable de rétablir la vérité. Pour tout ce qui s'est passé depuis le passé, avant le règne de Blaise Compaoré, c'est-à-dire suite à la mort de Thomas Sankara, et ce que Blaise Compaoré a fait comme un banditisme au plus haut sommet de l'État burkinabé et contre aussi les maîtres, ce qu'il a commis comme maître au Burkina, il devrait répondre de ses actes. Et les coups qu'il a formulés depuis la Côte d'Ivoire, en coalition avec Diom Soro, mettez quelqu'un capable d'ouvrir les dossiers et les traquer. Parce que nous ne voulons pas loger des terroristes en Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré est un terroriste. Diom Soro est un terroriste. La raison, la preuve en est que c'est Blaise Compaoré qui a aidé Soro à renverser son président ivoirien. C'est Diom Soro, c'est Blaise Compaoré qui a aidé les rebelles de Côte d'Ivoire à faire une rébellion au Burkina pour tuer les Ivoiriens. Et donc si Christian Kaboré était réellement l'homme du droit, l'homme qui avait de la peine, et qui se souciait du peuple ivoirien, qui se souciait de ses homologues ivoiriens, ou bien de ses voisins ivoiriens, il devrait aussi lancer la procédure contre Blaise Compaoré pour demander à Blaise Compaoré: pourquoi as-tu permis aux rebelles de faire une rébellion sur le territoire burkinabé? Pour que Blaise puisse se justifier. Parce que cette rébellion a versé assez de sang en Côte d'Ivoire. Et donc Christian Kaboré devrait ouvrir un dossier concernant ça. Concernant cette histoire envers Blaise Compaoré. Mais Christian Kaboré, non, il ne fait pas. Ça veut dire, peuple burkinabé, ça veut dire tout simplement que Christian Kaboré, si c'était lui qui était à la place de Blaise Compaoré, il allait accepter aussi que Soro fasse une rébellion sur le territoire burkinabé pour venir tuer les Ivoiriens. Alors s'il pense que c'est faux, mais qu'il ouvre les dossiers. La preuve en est qu'il avait mal parlé de Gbagbo. Il avait mal parlé de Gbagbo, donc il a une haine. Vous n'avez pas choisi un bon président, vous avez choisi un voyou qui gouverne le Burkina. Il serait encore mieux de faire une nouvelle révolution pour le chasser du pouvoir. Parce que ce dernier, il ne vous garantit rien. Non seulement il est incapable d'apporter la paix au Burkina, il est incapable d'arrêter les terroristes qui vous tuent à longueur de journée. Il est incapable d'apporter l'emploi au Burkina. Ça fait que tous les Burkinabés, ils fuient, ils viennent en Côte d'Ivoire. Il est incapable de construire des sociétés, des usines et créer des infrastructures pour pouvoir donner de l'emploi aux Burkinabés. Il est capable d'électrifier tous les villages burkinabés. Il est capable d'appliquer la justice. Oui, en bonne et due forme, il est capable. Donc ce Christian Kaboré, il n'est pas l'homme idéal. S'il était l'homme idéal, il n'allait pas se laisser influencer par Dramanistan, Alassane Ouattara, concernant les écoutes téléphoniques de la part de Diom Soro, qui quitte en Côte d'Ivoire, qui donne des ordres dans un autre état pour dire ils n'ont qu'à frapper. Mais le fait de frapper, ils n'ont qu'à frapper quoi? Les bâtiments, mais c'était de frapper les Burkinabés. Frapper la veille, il faut frapper les militaires burkinabés. Donc il appelait à ce qu'on assassine les militaires burkinabés. Et vous mettez quelqu'un au pouvoir. Et ce dernier, vous ne lui demandez pas de traquer celui qui a préparé le coup. Celui qui donnait des ordres depuis la Côte d'Ivoire pour dire qu'ils n'ont qu'à tuer les militaires burkinabés, les gendarmes burkinabés, les policiers burkinabés, ou bien les policiers burkinabés, les gendarmes, les militaires, les douaniers, les hauts et forêts, ils ne sont plus des burkinabés. Parce qu'ils sont des corps habillés. Ils font partie de l'armée. Donc eux là, ils ne sont pas des Burkinabés.
Non, ils sont des Burkinabés. Et qui appelait au maître de tout cela? C'était Diom Soro. Il n'y a pas de différence entre les propos de Diom Soro et un djihadiste. Quand quelqu'un, un djihadiste, il prend son téléphone et puis il appelle aux attentats. Mais attentat, c'est quoi? C'est d'aller tuer des gens. C'est d'aller ôter la vie aux gens, soit par une mitrailleuse, ou bien une kalachnikov, ou bien par l'explosif. Donc il peut se faire exploser, il peut prendre une arme, tuer des gens, ou bien des armes blanches, couteau et consort, j'en passe. Un maître est un maître. Un criminel est un criminel. Soro Diom, son coup était gros. Un coup grandiose qu'il voulait faire. Ce coup-là, ça allait verser le sang des milliers de militaires et de corps habillés ainsi que des civils burkinabés. Mais pourquoi Christian Kaboré n'a-t-il pas été à la hauteur de le traquer et de le traduire devant une justice burkinabé ou bien internationale? Christian Kaboré, il n'est pas ce que vous pensez qu'il est. C'est quelqu'un, il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur et donc au peuple burkinabé, réfléchissez bien les prochaines élections. Pensez-y, parce que Christian Kaboré ne peut pas vous protéger. Christian Kaboré ne peut pas vous protéger. Et je vous préviens, je préviens le peuple burkinabé dans son entier. Christian Kaboré qui se comporte comme une femmelette, si jamais il ne traduit pas Diom Soro devant une justice, une cour de justice, s'il ne traduit pas Blaise Compaoré devant une cour de justice, ils seront vos dangers dans le futur. Pourquoi je le dis? Il a toutes les cartes à main pour juger Soro Diom, il a toutes les cartes à main pour juger Blaise Compaoré. S'il veut les laisser, mais ils vont grossir en Côte d'Ivoire. Et ceux-là, dans le futur, ils vont tuer des milliers de Burkinabés. Je vous préviens, laissez vos émotions de côté. Mais je dis, dans le futur, si Christian Kaboré ne prend pas les décisions, dans le futur, Soro Diom et Blaise Compaoré, ils vont tuer des milliers. Ça va être des milliers de Burkinabés. Ça peut même dépasser des gens qui sont morts en Côte d'Ivoire. Parce que, d'un moment à l'autre, s'ils ne sont pas traqués, ils ne sont pas arrêtés, ils feront un coup d'État au Burkina. Et pensez à ça. Je dis bien, ils feront un coup d'État au Burkina. Ils vont frapper le Burkina. Et si c'est une guerre, il y aura des milliers de Burkinabés, les hommes de Blaise Compaoré qui vont quitter en Côte d'Ivoire. Et même Soro Diom va donner certains de ses militaires pour aller combattre le Burkina et verser le sang des Burkinabés. Alors pour éviter ça, demandez à Christian Kaboré de mettre la pression sur Diom Soro en fait de le juger immédiatement, arrêter Blaise Compaoré avant d'empêcher une rébellion catastrophique dans votre pays dans les années à venir. Imaginons, prenons terre à terre, un exemple terre à terre. Imaginons que ce Christian Kaboré soit disant président de la République burkinabé. Je le respecte, mais quand quelqu'un comme ça et puis il ne fait pas le poids, à un moment donné, il ne mérite aucun respect de la jeunesse africaine. Imaginons celui que vous appelez votre président Christian Kaboré, président de la République du Burkina. Imaginons, il a relâché l'affaire parce que Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, un rebelle qui lui dit non, il ne faut rien faire, il ne faut pas les poursuivre, il faut laisser, nous sommes des frères. Ok. Ils sont des frères. Mais est-ce que Ouattara a sanctionné Blaise Compaoré Soro Diom suite à leur coup d'État qu'ils ont fait au Burkina? Est-ce qu'il les a sanctionnés? Aucune sanction envers eux. Aucune. Au contraire, il a donné nationalité à Blaise pour le protéger. Il n'a rien dit à Soro Diom. Il était tout à fait d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ouattara lui-même il était impliqué. Et donc comme le coup d'État a échoué, alors il était obligé de pardonner. Son frère burkinabé mentit comme il sait bien le faire. Il est un professeur agrégé dans le mensonge. Il a eu même le doctorat en mensonge. Donc ça ne nous surprend pas. Ça ne nous surprend pas. Donc il a menti à son homologue burkinabé et ce dernier il laisse l'affaire. Mais ce qu'il a oublié, ce dernier, ce qu'il a oublié, c'est que quand Ouattara va partir, parce qu'il paraît qu'en 2020, ce dernier ne sera plus candidat aux élections présidentielles. Et comme il a des tendances suicidaires envers les Ivoiriens, alors ce dernier prétend vouloir mettre l'un de ses bons petits, comme si la Côte d'Ivoire était sa propriété privée, comme c'était son héritage. Donc il veut choisir quelqu'un. Et comme en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ils ne parlent plus et
élire leur président, lui maintenant il veut choisir, comme si nous étions dans un état monarchique. Donc quelqu'un il choisit son successeur et il le met là pour dire c'est toi dorénavant qui va me remplacer. Et donc si je ne suis pas là, c'est toi qui vas conduire le troupeau ou bien quoi que ce soit. Mais ce que Kaboré oublie, Christian Kaboré, si Ouattara n'est plus là, s'il part, imaginons, ça c'est le pire cauchemar que je puisse avouer. Imaginons que Diom Soro devient président de la République de Côte d'Ivoire. Je dis, imaginez que Diom Soro devient président de la République de Côte d'Ivoire. Le peuple burkinabé sera foutu. Le peuple burkinabé va mourir par milliers. Parce que Soro ne va pas laisser le Burkina tranquille. Je vous préviens, il ne va pas vous laisser tranquille. Il va vous emmerder, c'est-à-dire, chaque semaine ou chaque mois, il aura des attentats. Il aura des frappes, des attaques des rebelles. Ils vont attaquer les commissariats, ils vont attaquer les postes militaires, les camps militaires, les bases de gendarmerie. Ils vont attaquer, terroriser les Burkinabés, verser le sang et à un moment donné, ils vont faire l'assaut. Et cet assaut qu'ils vont faire, ils vont tuer des milliers de Burkinabés dans le but de réinstaurer encore Blaise Compaoré ou bien remettre quelqu'un proche de Blaise Compaoré au pouvoir pour que Blaise Compaoré puisse se retourner dans son pays au Burkina paisiblement et profiter de ses richesses. Voilà le plan commun que Blaise et Soro Diom sont en train de préparer en Côte d'Ivoire. Et donc si vous avez un président Maboul, Christian Kaboré qui ne veut pas ouvrir ses yeux, qui veut écouter Alassane Dramane Ouattara, qui pense que Ouattara l'a tellement rassuré et que tout va aller bien. Mais c'est qu'il oublie, Ouattara, il part. Il part en 2020. Il ne va plus être éligible. Il ne va plus se représenter. Il va plier ses bagages. Il va partir. Et c'est qu'il oublie, si Ouattara part, il ne va pas rester en Côte d'Ivoire. Ouattara, soit il part à Paris ou il part à Washington. Il va aller se reposer là-bas. Mais ce qu'il oublie, c'est que Soro Diom et les Blaise Compaoré seront en Côte d'Ivoire. Et ils vont préparer des coups très atroces contre le Burkina. Toi, si tu es un truc pro Blaise Compaoré, mon frère, il faut être intelligent. Que tu sois pro Blaise Compaoré, que tu sois pro Christian Kaboré, ou bien que tu sois un citoyen lambda, neutre, mon frère, Soro Diom, quand il envoie une rébellion quelque part, sa rébellion ne trie pas, parce que sa rébellion n'est pas intelligente. Elle marche tout ce qu'elle trouve sur son chemin. C'est ça la rébellion de Diom Soro. Que tu sois pro, Blaise Compaoré, si Soro fait une rébellion, il va vous tuer tous. Et il va prendre des armes depuis la Côte d'Ivoire pour alimenter cette rébellion qu'il va faire avec Blaise Compaoré. La preuve en est qu'il n'est pas encore au pouvoir. En tant qu'un simple président de l'Assemblée nationale, il avait décidé de faire un coup d'État, renverser le pouvoir burkinabé. Donc Christian Kaboré, dites-lui la vérité. S'il ne veut rien faire, chassez-le, mettez quelqu'un capable de juger Blaise Compaoré, capable de revenir sur cette histoire d'écoute téléphonique pour traquer Soro Diom dans sa dernière demeure. Il doit le traquer jusqu'à son dernier retranchement. Il doit avouer qui l'a poussé, qui lui a donné ses ordres d'aller faire coup d'État. Et aussi, si les dossiers de Thomas Sankara ne tenaient pas, il pouvait aussi s'appuyer sur les dossiers d'écoute téléphonique. Diom Soro allait avouer. Est-ce que c'est Blaise Compaoré qui lui a demandé de faire le coup d'État? Il allait citer tous ceux qui étaient à la base. Que ce soit Ouattara, il devrait aussi traquer Ouattara. Ouattara n'est pas au-dessus des lois. Il devrait aussi traquer Ouattara, le juger et le mettre à sa place. Mais si Christian Kaboré est tellement mou, ça prouve qu'il n'est pas un président qui soit à la hauteur et diriger un grand pays comme le Burkina et assurer la sécurité de tous les Burkinabés. Il est incapable. Il voit les rebelles, il n'est pas capable de les juger. Un président comme ça, il ne mérite pas son poste qu'il a. Donc le peuple burkinabé devrait se réveiller et essayer de mener des vraies actions pour la destitution ou bien chasser Christian Kaboré là où il est assis, ou soit il garantit au peuple burkinabé de revenir sur les dossiers ivoiro-burkinabé des terroristes qui sont logés en Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire, ils essaient de déstabiliser le Burkina, qu'ils récupèrent ou bien ils relancent les dossiers pour les traquer afin qu'ils viennent répondre de leurs actes. C'est clair. Mais si vous ne voulez pas, mes frères, le jour où il y aura une guerre
il y aura une rébellion féroce. Au Burkina, ne dites pas que les Ivoiriens ont logé des rebelles sur le territoire. Ne dites pas qu'en Côte d'Ivoire, ils ont fait une base des rebelles pour aller attaquer le Burkina. Les Ivoiriens, ils ne sont pas comme ça. Les Ivoiriens, ils n'ont pas une vision de déstabiliser le Burkina. Par contre, vous l'avez fait. Pourquoi vous l'avez fait? Parce que Blaise Compaoré était au pouvoir. Et il était un dictateur. Aucun Burkinabé ne pouvait manifester pour dire non à Blaise Compaoré. Mais de nos jours, vous devez comprendre que ces rebelles qui ont tué des milliers et des centaines d'Ivoiriens et Ivoiriennes, ce sont eux qui sont au pouvoir. Ils règnent en maître et en maîtresse. Ils font tout ce qu'ils veulent. Donc leur décision de déstabiliser le pouvoir burkinabé et tuer le peuple burkinabé ne concerne pas les Ivoiriens dans leur ensemble, puisque nous-mêmes, nous sommes contre eux et nous contestons leur manière de faire depuis le sommet du pays. De la manière ils font, nous sommes contre et nous n'approuvons pas cela. Alors, Ouattara peut-être il est un peu modéré envers le Burkina puisqu'il a des liens burkinabés. Et donc lui, il ne veut pas trop verser le sang des burkinabés. Mais Soro Diom, ce que vous ne savez pas, il n'a aucun lien burkinabé. Et il ne va pas avoir pitié du peuple burkinabé. Si vous jouez avec lui, il va vous montrer que lui, il n'a pas pitié pour quelqu'un. Il va vous tuer et après il va parler de réconciliation. Et c'est comme ça qu'il fait. Il tue, il viole, il brûle, il évente. Il renverse le pouvoir, il détruit des villages entiers, des villes entières. Et après, il vient parler de la réconciliation. C'est comme ça qu'il fait. Nous le connaissons, il a grandi en Côte d'Ivoire depuis l'université, même depuis son enfance. Il aimait se bagarrer. Étant à l'université, il a fait de la bagarre atroce avec ses amis. Il a macheté ses amis depuis l'école. Il est devenu rebelle, il a tué des gens, il est devenu premier ministre et ministre de la Défense. Il a mis des Ivoiriens en prison, il a accompagné des Ivoiriens à ce pays, il a fait fuir des Ivoiriens du pays pour les envoyer hors du territoire, c'est-à-dire en exil au Ghana, qui souffrent dans les camps de réfugiés, qui n'ont plus de quoi manger, avec 800 enfants que ces réfugiés ont fait au Ghana, parce que j'ai reçu les notes. Ils ont fait des Ivoiriens qui sont là-bas et Ivoiriens ont accouché 800 enfants. Donc aujourd'hui, les réfugiés du Ghana des Ivoiriens ont 800 enfants avec eux en ce moment, qui sont nés sur le territoire ghanéen. Est-ce que vous comprenez? Donc il reste 200, ça va faire 1000 enfants qu'ils ont eu sur le territoire ghanéen. Imaginons qu'ils quittent le Ghana pour aller dans les autres pays où il y a des Ivoiriens et Ivoiriennes. Si on les met ensemble, ça peut valoir aujourd'hui 3000 enfants que les Ivoiriens et Ivoiriennes ont eu depuis la crise a commencé, qui sont partis. Je ne parle pas de l'Europe, hein. J'écarte l'Europe, mais je parle des pays africains, que ce soit le Ghana, le Maroc, le Libéria, et ainsi que le Burkina, le Mali, et j'en passe, Gabon ou bien Cameroun, Nigeria et consorts. Les Ivoiriens qui sont là-bas, les enfants qu'ils ont eu depuis la crise post-électorale, ils valent maintenant aujourd'hui 3000 enfants. Et tout ça, c'est à cause de Soro Diom. Vous savez, vous les Burkinabés, votre pays, la richesse de votre pays n'est pas trop ça. Vous savez que les djihadistes rôdent à côté pour obtenir une occasion et frapper le Burkina. La preuve en est qu'il y a des attentats souvent au Burkina. Alors, les vrais à craindre, ils sont au pays. Ceux-là même qui sont les papas des djihadistes, ils sont logés en Côte d'Ivoire. Et Christian Kaboré, il sait, il est au courant de ceux-là. Il sait qu'il y a des loups, des lions qui sont en Côte d'Ivoire, qui guettent le Burkina. S'il y a une occasion, ils vont frapper. Mais comme eux, ils ne sont pas encore bien protégés, ce n'est pas eux maintenant qui règnent au pouvoir comme maître et tout, alors ils attendent le départ de Ouattara. Si jamais ils prennent le pouvoir en Côte d'Ivoire, si Soro prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré, il va se sentir un grand. Il va se sentir comme intouchable. Il va demander à Soro de l'aider à renverser le pouvoir qui sera au Burkina. Si c'est même marcher sur les corps des Burkinabés pour pouvoir prendre le pouvoir, ils vont le faire. Ils vont le faire parce qu'ils ont déjà la même philosophie. Ils ont déjà la même vision. Donc, comprenez, peuple burkinabé, si vous ne voulez pas mourir, si vous ne voulez pas voir votre pays être déstabilisé, votre pays occupé par des djihadistes et les moudjahidines pro-Soro, alors demandez à Christian Kaboré d'exercer une pression sur Blaise Compaoré et Soro Diom. Les dossiers de Thomas Sankara, que ça sorte au grand jour, et les écoutes téléphoniques
qu'il fasse apparaître au grand jour. Il ne faudrait pas qu'il mette ça dans un coffre-fort. Parce que Ouattara l'a blagué avec des milliards. Alors M. Christian Kaboré va fermer sa gueule et rester tranquille. Excusez-moi parce qu'il ne mérite aucun respect. Pourquoi je le dis? Parce que ce dernier, il s'en fout de la mémoire de Thomas Sankara. Or, Thomas Sankara est une référence pour l'Afrique tout entière. Il était burkinabé. Il a été assassiné par Blaise Compaoré. Et Christian Kaboré, en qui le peuple burkinabé a eu confiance, il vient au pouvoir et il n'ouvre pas ses dossiers. Il est devenu un traître envers le peuple burkinabé. Alors, il devrait répondre de ses actes. Pourquoi il n'a pas ouvert les dossiers de Thomas Sankara? Pourquoi les dossiers de l'écoute téléphonique, il a aussi étouffé cette affaire? Est-il complice par rapport à la mort de Thomas Sankara? Le jour où il quitte le pouvoir, jugez-le. Comme lui, il ne s'est pas jugé là. Le second qui va venir, ou bien le prochain client, le prochain président, qui va poursuivre? Christian Kaboré. Comme lui, il ne sait pas poursuivre les gens. Lui qui va venir, il n'a qu'à le poursuivre. Comme ça, ils vont lui montrer comment une justice fonctionne. Quand tu ne sais pas faire la chose, on te fait ça. Comme ça, on te montre que c'est comme ça qu'il fallait faire. Comme il ne connaît pas le chemin de la justice, le futur président burkinabé qui va venir gérer le Burkina, gouverner le Burkina, présider le Burkina, il faudrait qu'il ouvre un dossier contre Christian Kaboré par rapport à ces actes qui mènent le détruisement, voilà, des biens publics, la mort de Thomas Sankara. Il faudrait qu'il rende compte au Burkinabé. C'est très important. C'est très important. Donc je pense que j'en ai fini avec les Burkinabés. J'ai déjà alerté l'opinion burkinabé. Et s'il y a des Burkinabés qui me regardent, j'aimerais leur demander, je vous prie énormément de regarder ce côté. Ne pensez pas que je suis là plaisanter. Je sais de quoi je vous parle. Il faut appréhender les choses. Il faut voir le futur. Il ne faut pas regarder là tout près. Non. Il faut regarder demain. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut calculer le temps pour pouvoir trouver la réponse juste qui correspondra au temps futur. C'est très important. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Ne jouez pas peuple burkinabé. Ne te dis pas que je suis pro Christian Kaboré. Je l'aime et tout ça. Tu peux l'aimer. Quand la rébellion de Soro Diom et de Blaise Compaoré vont frapper le Burkina, ils ne vont pas calculer si tu es pro Christian Kaboré ou bien si tu es pro Blaise Compaoré. Ils vont tuer des Burkinabés. Donc je vais prendre un appel de la part d'un frère. Allô? Allô? Malheureusement, il paraît qu'il a un problème de connexion. Quand tu parles de l'assassinat de Thomas Sankara, tu accuses Blaise Compaoré et tu oublies Oufou. Oufou est déjà mort, on ne peut plus parler de lui. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir frère. Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute. Je suis en direct. Oui, nous sommes en direct en ce moment. Ah, ok. Moi, j'appelle depuis l'Italie. Oui. Je suis un Burkinabé. Oui, on vous écoute. Bon, ce que vous êtes en train de dire, bon, il y a quelques questions à vous poser. Oui, je vous écoute. Bon, c'est pas le peuple burkinabé qui va venir élire un candidat au poste présidentiel en Côte d'Ivoire. C'est à vous de choisir votre candidat. Oui. Bon, et puis, je vais vous dire une chose. Le peuple burkinabé, bon, souvent, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. Moi, actuellement, les Burkinabés m'écoutent. Bon, nous sommes obligés de nous aligner derrière le peuple du Nord. Pourquoi? Oui. Parce que, bon, à chaque fois, nous avons des problèmes avec les autres peuples en Côte d'Ivoire. Oui. Alors que, depuis que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous n'avons jamais eu de problème avec le peuple du Nord. Oui. Et pourquoi nous allons nous aligner toujours avec Ouattara, même si nous savons que Ouattara et Guillaume Soro ne font pas une belle politique, disons, ne font pas une bonne politique en Côte d'Ivoire. Oui. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas xénophobes. Voilà, donc
Voilà notre position. Ok, donc vous nous expliquez votre position et que vous nous dites ce soir que les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, ils sont confrontés à un problème venant de la part des autres ethnies, hein? Mais sauf l'ethnie du Nord, c'est-à-dire celles qu'on appelle les Doula. Voilà, cette ethnie, vous êtes en parfaite harmonie, donc quels que soient les agissements de Ouattara et Guillaume Soro, vous allez toujours leur apporter votre soutien. Mais si c'est l'autre ethnie, non. Donc pour vous, eux, quels que soient les coups d'État qu'ils vont faire au Burkina, vous êtes d'accord avec eux parce que eux, ils vous aiment en Côte d'Ivoire, c'est ça? Non, bon, ce que vous dites, s'ils font des dégâts au Burkina, bon, nous pouvons... Mais est-ce que vous avez compris mon message? Je ne parle pas de qui aime Burkinabé en Côte d'Ivoire ou bien qui déteste un Burkinabé en Côte d'Ivoire. Je parle du Burkina. Et j'interpelle le peuple burkinabé vivant sur le territoire burkinabé. Il a dit ce peuple a fait une révolution pour chasser Blaise Compaoré. N'est-ce pas vous qui avez chassé Blaise Compaoré? Est-ce que c'est le peuple ivoirien? Non. Ok. Donc vous l'avez chassé parce que sa politique n'était pas bonne à l'égard des Burkinabés, n'est-ce pas? Absolument. Ok. Donc vous l'avez chassé. Il est venu gagner refuge en Côte d'Ivoire. Il a reçu la nationalité ivoirienne qui a été, voilà. Donc, il a obtenu la nationalité ivoirienne. Et Blaise Compaoré, il veut repartir encore au Burkina pour pouvoir redevenir président de la République. Alors, vous, peuple burkinabé, vous l'avez chassé parce qu'il ne gouvernait pas bien. Maintenant, depuis la Côte d'Ivoire, il a une vision de reprendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Que faites-vous? Alors que ce monsieur est Guillaume Soro, premièrement, ils ont préparé un coup d'État. À les Diendéré, ils ont frappé, ils ont renversé. Mais suite aux pressions internationales, ils ont cédé. N'est-ce pas? Oui. Il y a des écoutes téléphoniques. Donc, moi, ma vidéo, je préviens les Burkinabés qui sont au Burkina. Pour dire, suite à cette histoire d'écoute téléphonique, ça a eu assez de trucs de bruyamini. Donc, Ouattara allait étouffer ça au Burkina en parlant avec son homologue Christian Kaboré. Mais en même temps, je vous préviens qu'en 2020, Ouattara ne sera plus là. Et donc, malheur pour les Ivoiriens et malheur pour les Burkinabés si jamais Guillaume Soro parvenait à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Ça serait un malheur pour nous, nous les Ivoiriens, parce que nous savons comment il est, comment il fonctionne. Et aussi, ça serait un malheur pour le peuple burkinabé, parce que Soro Guillaume, une fois qu'il sera président, il va aider Blaise Compaoré à frapper le Burkina, à faire un coup d'État ou bien une rébellion qui va quitter en Côte d'Ivoire pour aller terroriser les Burkinabés, les assassiner, les tuer, pour pouvoir aller réinstaller Blaise Compaoré. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je ne vous dis pas que Guillaume Soro, les nordistes, ils vous aiment et que les gens de l'autre côté, ils vous détestent. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Comprenez mon message. Donc voilà ma position. Dans une vidéo précédente, vous avez dit que le peuple burkinabé doit faire barrage à Soro, il ne doit pas être président en Côte d'Ivoire. Vous avez dit ça dans une vidéo précédente. Donc, bon, moi, je ne comprends pas votre position. Nous ne pouvons pas empêcher Soro d'être président en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas des Ivoiriens. Non, je n'ai pas dit d'empêcher Soro Guillaume de ne pas devenir président ou bien de devenir président. Je vous interpelle de mettre une pression sur votre président Christian Kaboré qui n'arrive pas à sécuriser le Burkina, qui n'arrive pas à rétablir la vraie justice. C'est-à-dire des gens qui sont en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré, Soro Guillaume, qui font un coup d'État. Est-ce que ce coup d'État, ça n'a pas tué des Burkinabés? Ça a versé le sang des Burkinabés. Est-ce que Christian Kaboré a été à la hauteur de juger ceux qui ont poussé ces gens-là à tuer ces Burkinabés? Il n'a pas été à la hauteur. Il a été incapable. Est-ce que Christian Kaboré a pris le temps d'ouvrir les dossiers de Thomas Sankara, qui était l'un des leaders panafricains, qui est une lumière pour les Africains? Est-ce qu'il a ouvert les dossiers pour savoir qui a provoqué sa mort? Quels sont ceux qui l'ont tué? Est-ce que Blaise Compaoré était impliqué dans sa mort? Si oui ou non, pour éclairer le peuple burkinabé. Mais il est incapable de le faire. Et il protège cela. Voilà pourquoi je vous interpelle. Parce que
si vous avez fait une révolution pour chasser Blaise Compaoré, c'est pour voir le changement. Mais lui qui vient, s'il fonctionne de la manière Blaise Compaoré fonctionnait, c'est que vous n'avez rien foutu au Burkina. Rien n'a changé. Mais rien n'a changé, absolument rien n'a changé au Burkina. Tout le monde sait ça. Ah, ok. Donc, voilà, donc il n'y a rien à dire sur ce sujet, rien n'a changé. Ok. Cela veut dire que, bon, nous-mêmes, nous avons commencé à regretter pourquoi on a chassé même Blaise Compaoré. Oui. Oui, parce que rien n'a changé. On attendait que bon, les crimes politiques, les crimes de sang, les crimes économiques soient jugés, mais depuis lors là, rien n'a été jugé. Donc, beaucoup sont actuellement dans le désespoir. Ok. Voilà, donc bon, je ne sais pas réellement ce que je vais te dire, mais le peuple burkinabé ne peut rien faire en Côte d'Ivoire. Nous sommes là, nous regardons seulement la politique ivoirienne. Non, je ne vous ai pas demandé de vous mêler de la politique ivoirienne, loin de là. Et nous, Ivoiriens, nous allons nous occuper de ça, mais je vous demande de vous mêler de votre politique intérieure du Burkina. Voilà ma position. Donc, je vous... Maintenant, c'est que nous sommes un peuple qui est tolérant. Nous regardons, nous examinons, mais bon, ce qui est sûr, nous voulons que notre peuple en Côte d'Ivoire soit tranquille, qu'à chaque fois qu'on les accuse ou bien souvent qu'on les maltraite, bon, c'est des choses qui ne sont pas bien parce que vous qui parlez comme ça, il y a eu quelques mois en arrière, vous avez parlé de la carte de séjour et autres. Bon, oui. Moi je pense que vous avez traversé beaucoup de pays avant de venir en Belgique. Donc, bon, souvent, quand vous parlez de ces choses-là, il faut réfléchir beaucoup de fois avant de dire. Parce que Gbagbo Laurent, nous soutenons Gbagbo Laurent, mais Gbagbo n'a jamais prôné la carte de séjour. Il a même supprimé la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais Gbagbo est un panafricain. Voilà. Donc, souvent, sur ce plan-là. On vous remercie, frère. Voilà. Donc, merci et bonne soirée. Merci infiniment. Bonne soirée à vous. Alors, l'appel est là. Donc, ceux qui aimeraient bel et bien intervenir, ils peuvent dès à présent appeler pour donner leur point de vue, voilà, leur position et tout. Alors, s'il n'y a pas de truc, nous allons passer au dossier PDCI RDA. Alors, donc je pense que les membres du PDCI RDA nous assistent présentement et ils sont là en train de nous écouter, les militants et les militantes. Est-ce que vous nous écoutez? Est-ce que les Ivoiriens des autres partis politiques nous écoutent ce soir? Alors, si vous êtes là, je vous demande de prêter bien les oreilles, demander ne gagne pas. Car guerre compris ne revient plus en arrière. Alors, voilà, nous avons sous la main un autre participant, nous allons décrocher. Allô, frère? Oui, bonsoir, frère. Bonsoir, frère, je vais bien. Oui, merci. Merci pour encore une fois le travail que tu fais. Oui. C'est prudence encore parce que, comme tu le sais, ils cherchent toujours à faire du mal. Oui. Pas pour les chemins. Oui. À propos de ce que tu étais en train de dire là, oui. L'intervenant précédent, je pense qu'il n'a pas suivi. Oui. Pas, et il n'a pas compris le fait. Oui. Et dans son exposé, même, il avait soulevé un autre sujet encore. Oui. Parce que ce que tu es en train de dire est dans le bon sens qu'il a Faso fait. Oui. Et lui, il n'a pas compris. Oui. Et il est venu se lancer. Mais ce que je voulais dire ce soir, c'est que ce que tu viens de dire est très important. Oui. Vu le titre, simplement, que les Burkinabés s'activent, que le président Burkinabé s'active, et que ce dossier soit respecté, oui. et qu'il y ait la justice sur le dos de ceux qui font partie de ce dossier. C'est très important. Oui. Qu'est-ce qu'on cherche à stabiliser un pays pendant qu'il n'a pas réussi avec un ancien. Oui. En même temps, il cherche lui-même à se positionner oui. sur le pays voisin. C'est ce que ça va devenir plus tard. Ouais. Là-bas, il est passé pour être là où il est là aujourd'hui. Oui. Au Burkina Faso, ils ont pris tout leur base pour être là où ils sont là aujourd'hui. Oui. Tout. Même Ouattara, vous partez sur YouTube, vous
sorti un livre Oui. avec les exposés qui t'a donné. Oui. Ça, quoi, tu as passé, tu dis partout, tu as passé, comment tu as fait bien les. Avant d'arriver là où il est aujourd'hui, Oui. c'est pas un jeune, c'est un grand monsieur. Il est pris tout le gars qui va faire à Oui. tu vas sur YouTube, tu vas sur YouTube, Ça crache un peu. Est-ce que vous pouvez débrancher votre écouteur pour mieux parler? Parce que ça crache un peu. Ok. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Vous nous attendez? C'est mieux? Oui. C'est mieux là? Oui, on vous écoute. Oui, je vous entends. Voilà. Donc, c'est des choses que tu peux chercher et puis utiliser pour expliquer des gens certaines choses qui se passent. Oui. Si PDC n'a le pouvoir pour reconstruire les Ivoiriens, Oui. et que ils ont brigandé comme ils l'ont toujours fait pour pouvoir prendre le pouvoir encore, Oui. il faut dire que la souffrance qu'on vit jusque-là n'est rien encore à côté de ce qui nous attend encore pour les Oui. 15 ans à venir. Oui. La Côte d'Ivoire a pris un retard de près de 50 ans. Oui. Et il faut quelqu'un de vraiment capable de pouvoir réfléchir, à pouvoir nous aider. Oui. Ouattara, il depuis Ok. Allô, frère. Après la mort. Allô, frère. Oui. Les spectateurs disent qu'ils n'attendent pas bien et donc est-ce que c'est possible de nous recontacter sur WhatsApp comme ça? Il y a pas de souci. Ok, merci infiniment. Ok. Marie-Christella, comment tu vas? Elle dit tue-moi à 5 heures. Tue-moi à 5 heures là, ça a beaucoup de signification. Il ne faut pas prononcer ça comme ça. Hein? Ce sont les initiés qui prononcent ce nom. Hein? Tue-moi à 5 heures. Cette phrase, ce sont les initiés qui prononcent. Seuls ceux qui connaissent l'affaire. Alors, donc, nous allons nous apprendre aux membres du PDCI. S'apprendre aux membres du PDCI ne veut pas dire leur parler mal, mais tout simplement apporter un grain de sel dans leurs idéologies et dans leur vision future. Et aussi dans leurs choix politiques. Alors, je tenais à interpeller tous les membres, les cadres du PDCI, ainsi que les militants du PDCI. Enlevez les écailles sur vos yeux. Regardez bien, nettoyez bien vos oreilles et écoutez bien, bien complet sa vision qui va exposer son exposé pour essayer de voir si j'ai raison ou pas. J'aimerais interpeller le leader Henri Konan Bédié, qui est l'unique leader qui aujourd'hui réussit à toujours consolider le PDCI RDA autour de lui pour pouvoir constituer une force politique dans notre pays bien-aimé, la nation appelée la Côte d'Ivoire. Alors, il y a un choix qui sera dur. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de militants et même certains cadres du PDCI qui portent leur choix sur Kabla Dekan. D'autres portent leur choix sur Gikawi. D'autres portent leur choix sur KKB. D'autres portent leur choix sur Bion. Alors, puisque lui-même, Bédié, il ne peut plus se présenter parce qu'il peut tout faire. Il peut tout faire. Il peut s'opposer contre Ouattara. Il peut refuser le parti unique. Mais cette histoire de se représenter en 2020, Henri Konan Bédié Yaya, si tu veux que le PDCI gagne les élections, il faut enlever cette idéologie de Bédié va être candidat aux élections présidentielles de 2020. Sinon, le peuple ivoirien ne fera pas son choix envers Bédié. Voilà. Le PDCI il peut gagner, mais il peut perdre si Bédié devient le candidat du PDCI. Alors le PDCI perdra les élections. Parce qu'ils ne vont plus vouloir voter un vieux. Et nous les autres, nous sommes d'accord pour le changement en Côte d'Ivoire. Mais nous ne voulons plus voir encore des vieux
au sommet du pays appelé la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus des vieux, nous voulons une nouvelle jeunesse bien brillante, alors quelqu'un de capable pour pouvoir changer les données sur le terrain. Alors, ceux qui regardent Kablan Denkan, je vous interpelle tout de suite de faire très attention. Kablan Denkan ne sera pas le bienvenu, ne sera pas le bien choisi pour pouvoir devenir le candidat unique du PDCI RDA à l'horizon 2020. Kablan Denkan est égal à Ouattara. Kablan Denkan est égal à Soro Diom. Kablan Denkan est égal à Amadou Gokulibali. Kablan Denkan est égal à qui encore? Ahmed Bakayoko. Kablan Denkan est égal à Alassane Dramane Ouattara. Si le PDCI, si jamais le PDCI choisit Kablan Denkan, c'est la mort et la fin du PDCI. Parce que n'oubliez pas, si jamais vous choisissez Kablan Denkan et que ce dernier, par ricochet, il devenait le futur président de la République de Côte d'Ivoire, pendant qu'il y a des liens très forts entre lui et Ouattara, la preuve en est qu'il n'a même pas écouté Bédié. Sinon, si c'est quelqu'un qui respectait le PDCI en bonne et due forme, et qui respectait les règles du PDCI, alors il allait demander même, il allait lui-même prendre la décision de démissionner parce que Bédié n'est plus d'accord avec Ouattara et que Bédié ne reconnaît plus le nouveau parti que Ouattara a mis sur pied. Il allait démissionner, c'est comme ça on dit, un brave homme. Il fait, mais quand ce dernier s'accroche à son siège du président par intérim de la Côte d'Ivoire, je dis président par intérim, président adjoint de Côte d'Ivoire, alors ce dernier sait qu'il y a des affinités très fortes entre lui et Ouattara. Et donc, Kablan, il va exécuter les ordres de Ouattara. Il ne va jamais exécuter les ordres de Bédié. Il ne va jamais exécuter les ordres des membres du PDCI. Et si jamais vous faites l'erreur de choisir Kablan, ça sera la mort totale du PDCI parce que dans les années à venir, Bédié va devenir faible. Bédié ne va plus être le Bédié qu'il est. Alors, si vous donnez le PDCI à Kablan de gérer ça, c'est lui, tous les Ivoiriens qui sont membres du PDCI, ils vont suivre Kablan. Et les décisions de Kablan vont vraiment agir sur le PDCI. Et si Kablan a signé, s'il y a un deal entre Kablan et les membres du RDR, une fois que vous allez choisir Kablan d'être le candidat aux élections présidentielles de 2020 choisi par les membres du PDCI, alors Kablan, une fois élu président, il va faire l'alliance les Oufouettis et il va signer le parti unique. Vous comprenez? Il va signer ce que Bédié a refusé aujourd'hui et ce qu'il refusera hier, demain plutôt, ce qu'il refusera demain, Kablan Denkan va signer ça et tuer le PDCI RDA. Faites très attention, Kablan Denkan n'est pas le bienvenu au sein de ce PDCI RDA. Il est le bienvenu, mais il n'est pas le bienvenu en tant que candidat du PDCI aux élections présidentielles de 2020. Faites très attention et mettez ça dans les oreilles de Bédié. Parce que si Bédié lui donne ce pouvoir, c'est que Bédié lui-même il s'arrache le pouvoir. Et donc, dans le futur, si Kablan doit exercer tout ce qu'il va dire, c'est ce que les membres du PDCI vont suivre. Donc, non seulement il désobéit déjà Bédié, et si vous le choisissez en tant que votre candidat, c'est fini, vous avez tué votre parti. Mettez quelqu'un qui écoute Bédié, mettez quelqu'un qui écoute les autres membres du PDCI, qui fait allégeance aux règles du PDCI, qui respecte les lois du PDCI. Si vous mettez quelqu'un qui fait allégeance à Ouattara, qui accepte toutes les bêtises de Ouattara, qui accepte les chichis de Ouattara, et qui fait partie du PDCI, si c'est ce dernier que vous mettez, c'est fini pour votre parti. Il va le tuer pour toujours. Et donc ça, c'est pour interpeller les membres du PDCI, pour ceux qui pensent que Kablan Denkan sera le candidat idéal parce qu'il est calme, il est serein. Non, non, ça sera une erreur fatale de la part du PDCI si jamais vous choisissez Kablan Denkan. Je vous préviens. Je vous préviens. Maintenant, laissons l'histoire de Kablan Denkan. Revenons sur Guy Kaoué. Je vois Guy Kaoué, il est trop excité.
Gikaoué, il est trop excité et il défend Bédié. Je comprends. Mais le problème, c'est qu'il est un peu vieux. Oui, il est un peu vieux, Gikaoué. Il est vieux et quand c'est comme ça aussi, ça va décourager les Ivoiriens à choisir Gikaoué. Et aussi le passé de Gikaoué, ça peut aussi faire certaines choses aux Ivoiriens. Ça va faire que les Ivoiriens vont refuser de le voter. Je vois dans les commentaires, il y a un qui commente que Gikaoué a détourné 18 milliards. Ça, je ne sais pas. Si c'est une information à vérifier ou confirmer, je n'en sais rien. Mais est-ce que Gikaoué, dans son passé, il n'y a pas eu de problème sur lui? Est-ce qu'il n'y a pas eu problème, quelque chose sur lui? Est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose au pays? Mais c'est tout ça, ça compte. Si jamais il y a eu des problèmes sur lui dans le passé, mais lors des débats télévisés, lors des campagnes présidentielles, alors les gens, les adversaires vont utiliser ça comme argument pour convaincre le peuple dans le but de ne pas voter Gikaoué. Donc faites très attention avec cette histoire de Gikaoué. Et aussi, Gikaoué est vieux. Gikaoué est vieux. Et donc le choix sur Gikaoué sera vraiment un mauvais choix. Je vous demande de dire ça à Bédié. Le peuple ivoirien est déterminé aujourd'hui pour pouvoir apporter un soutien colossal au PDCI RDA. Mais aussi, il ne faudrait pas que le choix du PDCI RDA déçoive les Ivoiriens dans leur ensemble. C'est très important. On peut vous apporter notre soutien, mais aussi votre choix, il faudrait que ça nous donne aussi de l'énergie. Il ne faudrait pas que votre choix nous déçoive. Si ça nous a déçus, alors vous n'allez plus avoir notre soutien. Et Ouattara pourra faire encore ces bêtises. Donc j'aimerais interpeller les membres du PDCI RDA de faire très attention. Entre Kambla Deka, Gikaoué, tous les deux là, éliminez-les. Il ne faut pas que quelqu'un va être candidat du PDCI à l'horizon 2020. Je dis bien, il ne faudrait pas que quelqu'un soit candidat du PDCI à l'horizon 2020 entre ces deux personnalités. Faites très attention. Adjoumani lui-même, il est déjà mort. Lui-même, il n'est pas compté même dans le jeu. Moi, les personnes que je vois, je pense qu'entre Kakabe et Gikaoué, Bédié devrait faire un choix entre ces deux personnalités. Faire un choix entre ces deux personnalités. Parce que je sais que Bion et Kakabe, ce sont aussi des gens, ces deux personnalités, ont toujours refusé les idéologies de Alassane Dramane Ouattara. Il a toujours refusé les idéologies. Ils n'ont pas été toujours d'accord avec Ouattara. Même quelquefois, s'ils étaient d'accord à un moment, mais à un moment donné, ils avaient déjà compris qu'il ne fallait pas soutenir Ouattara. Il fallait se désintéresser plutôt envers Ouattara. Il ne fallait plus faire allégeance à Ouattara. Il ne fallait plus se courber face à Ouattara. Il ne fallait plus se mettre à genoux face à Ouattara. Il fallait changer d'idéologie et de manière et de vision. Et ces deux brillantes personnalités avaient déjà vu cela pendant longtemps avant que leurs amis ne voient cela. Eux-mêmes, ils avaient commencé à militer dans ce sens avant que Bédié ne prenne une décision. Donc je pense que dans la vision, ils sont peut-être loin de la vision par rapport à Bédié. Parce qu'ils avaient déjà vu ça. Ils combattaient même cette histoire de parti unique. Ce sont eux-mêmes peut-être qui ont réveillé la conscience de Bédié en fait que Bédié ne comprenne la vérité sur le terrain. Donc je pense qu'entre Bion et Kakabe, je ne sais pas s'il y a une troisième personnalité au sein du PDCI RDA qui devrait aussi s'ajouter pour voir. Donc il faudrait que Bédié fasse son choix entre ces personnes que je viens de citer, Kakabe, Bion. Entre ces deux personnalités, il faudrait qu'il fasse un choix colossal pour pouvoir présenter un homme frais. Je dis bien un homme frais. Parce que je n'ai pas encore vu de scandale sur Kakabe en Côte d'Ivoire pour dire que Kakabe a détourné des millions de francs CFA, des milliards de francs CFA de la manière Bédié, comment on appelle ça, Soro Diom l'a bel et bien fait. Je n'ai pas encore entendu cela. S'il a détourné de l'argent et que les Ivoiriens ne savent pas, tout n'engage que lui. Je n'ai pas encore entendu que Bion a détourné des milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore entendu.
Peut-être il a fait en cachette, mais les Ivoiriens ne sont pas au courant de ça. Ça, je ne sais pas. Mais je ne sais pas aussi, parce que cette histoire de parti unique, Bion n'a pas encore aussi fait allégeance à Ouattara. Il a même commencé à combattre Ouattara avant que Bédié ne se prononce. Kaka B avait aussi commencé à combattre Ouattara avant que Bédié ne se prononce. Donc je pense que ces deux personnalités sont les bienvenues et que Bédié pourra faire un choix. Et si jamais, je demande aux membres du PDCI RDA, si Bédié fait un choix sur un jeune, parce qu'ils sont jeunes, ils sont frères, et donc pour le bien-être de PDCI RDA, il faudrait que Bédié choisisse entre ces deux personnalités, l'une des deux, pour que une puisse représenter le PDCI à l'horizon 2020. Et aussi, je demande aux autres de faire allégeance à celui que Bédié va choisir. Il ne faudrait pas que chacun aille de son côté pour dire non, je vais être candidat. Non, non, non. Plusieurs candidats dans un seul parti politique ont détruit le parti. Ça affaiblit le parti. Ça renforce la force des adversaires. Ça permet aux adversaires d'avoir les ailes, de pousser les plumes, de pousser les duvers et d'être colossaux. Alors, je vous demande de vous mettre ensemble si Bédié décide de choisir un. Mais il faudrait que le choix de Bédié soit porté sur un jeune au sein du PDCI RDA. Bon, d'autres disent qu'Akabé a pris l'argent d'Atieke. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant de cette histoire d'argent d'Atieke. De quel Atieke il s'agit-il? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une société d'Atieke? Ou bien c'est Atieke d'une femme? L'argent de l'Atieke d'une femme, il a pris, je ne sais pas. Voilà, je ne suis pas au courant, je ne suis pas informé de ces dossiers. Mais je parle des milliards de banques ivoiriennes. Je ne suis pas au courant, ou bien je n'ai jamais appris que Kaka B a détourné des milliards d'une banque ivoirienne, ou bien des biens publics de la Côte d'Ivoire. Je parle de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore appris que Bion a détourné des milliards d'une banque ivoirienne, ou bien des biens publics de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je parle d'eux. Maintenant, si vous êtes au courant de quoi que ce soit, alors c'est à vous de nous présenter ces dossiers. Parce que c'est au cours des campagnes que les adversaires de part et d'autre vont faire sortir les dossiers noirs de leurs amis pour essayer de les nuire sur le terrain. C'est aussi ça. Il faut taper là où ça fait mal. Si tu as des dossiers, tu as des informations sur ton adversaire, mais tu fais sortir ça au grand jour pour étaler ça au peuple, pour que le peuple puisse prendre conscience et savoir qui il a devant lui. Comme candidat, c'est très important. Donc, je pense que s'ils ont des dossiers cachés dans l'obscurité, que les Ivoiriens ne savent pas, ou bien dont les Ivoiriens sont ignorants de ces dossiers, mais c'est sur le terrain, beaucoup feront sortir ces dossiers noirs, voilà, ces dossiers malsains pour pouvoir les nuire. Au cas où il n'y a pas de dossier malsain sur eux, alors ils seront les bienvenus dans la nouvelle politique et la nouvelle génération ivoirienne. Donc moi, j'aimerais que Bédié fasse un choix sur ces deux personnalités, l'une de ces deux personnalités pour pouvoir changer la politique ivoirienne et donner la chance à la jeunesse ivoirienne pour pouvoir présider la Côte d'Ivoire pour une fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est très important. Mon frère Kablan Dekan n'est pas obligé de faire choix de Henri Konan Bédié. Mais Kablan, si Kablan se présente, qui va le voter? Nous savons tous que Kablan est une marionnette. Donc, personne ne va voter Kablan. Quelqu'un qui fait allégeance à Ouattara et qui va quitter là-bas pour dire qu'il est candidat. Mais qui va voter Kablan? Tout le monde dira que c'est un pion de Ouattara. De la manière, Adjoumani est un pion de Ouattara. Et donc, tout le monde connaît le visage d'Adjoumani. C'est parce que Kablan, lui, il ne parle pas. Mais il n'est pas différent d'Adjoumani. Ils sont même chose. Donc, Kablan, Adjoumani, c'est même chose. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. C'est même chose. Parce que l'autre, il parle beaucoup, l'autre ne parle pas beaucoup. Mais tous les deux, ils exécutent les règles d'un seul individu, Ouattara. Donc, voilà. Ils écoutent Ouattara tous les deux. Ils font ce que Ouattara leur demande.
y compris Soro Guillaume. Donc, ils ne sont pas différents du clan de Ouattara. Ce sont des ouattaraïstes. Donc, en un mot, personne ne va les voter. S'ils se présentent, alors ça sera un échec, voilà, grandiose de leur part. Puisque les Ivoiriens feront le bon choix pour changer les données. Et nous ne voulons plus des agneaux qui vont, des loups qui vont s'habiller en peau d'agneau pour pouvoir aller narguer les Ivoiriens sur le terrain. Non, nous allons les démasquer. Voilà, quel que soit ce qu'ils vont utiliser comme stratégie, ils seront démasqués parce que nous allons toujours éclairer le peuple ivoirien. C'est très clair. Pardon, Bédier, il faut laisser affaire de pouvoir. On dit qu'AKB de donner son programme en 90 minutes, il a parlé que d'attaquer l'or. Quel est Fakir Massa? Ok. Donc, c'était lors d'une vision de programme de gouvernement. Donc, vous voulez dire, il a parlé d'attaquer, il n'a pas parlé de trucs, d'un bon programme. Mais le programme, vous savez, pour donner un programme de gouvernement, c'est une équipe d'ensemble. Toi, tu peux être le leader, je dis bien, tu peux être le leader et ne pas avoir des vraies idées, mais tes collaborateurs et ceux qui te soutiennent, s'ils ont des bonnes idées pour le pays, l'avenir du pays, parce que chaque idée que tu proposes, il faudrait aussi que tu précises où est-ce que tu vas enlever l'argent pour financer ça. Puisque si ce sont les idées, oui, les idées sont là. Chacun peut proposer des idées. Mais où est-ce que tu peux trouver l'argent du financement de ces projets? C'est là. C'est là que beaucoup de candidats ont des problèmes sérieux. Parce que beaucoup sont incapables de préciser d'où ils vont enlever leur argent pour financer leur projet. Voilà. Par contre, moi j'ai lu le programme de Laurent Gbagbo et j'ai tout le programme de Laurent Gbagbo de l'année 2010 et consorts, ce qu'il devrait faire. Le port sec vers le nord, au Burkina et tout ça. Tout ce qu'il devrait faire. Il y a certains projets qu'il avait précisés où il allait enlever l'argent pour financer ces projets. Et il y avait d'autres projets où il ne savait pas enlever l'argent. Il ne savait pas où il allait enlever l'argent. Donc ces projets allaient être suspendus sur le terrain. Beaucoup de projets étaient évoqués. Et d'autres pouvaient gagner un moyen de financement et d'autres pas. D'autres, il n'y avait pas d'argent pour les financer. Parce qu'ils ne savaient pas, l'économie de la Côte d'Ivoire n'est pas si brillante que ça. Donc, il y avait d'autres projets qui étaient là. Mais l'argent pour pouvoir financer ça était un problème sérieux. Et donc, c'est ça qui intrigue les candidats. Ils peuvent bien parler, je veux faire ça, je veux faire ça. Où est-ce que tu vas enlever l'argent? Ils sont bloqués. Ils sont bloqués, ils ne peuvent pas. Et si tu es incapable de préciser et d'éclairer le peuple, d'où est-ce que tu enlèves ton argent? Ou bien, quelle vision que tu as? Où penses-tu enlever ton argent ou prendre ton argent pour pouvoir financer ces projets et que tu es incapable d'expliquer cela au peuple? Mon frère, c'est que tu es venu, tu n'es pas sérieux. Tu es venu pour narguer le peuple, ou bien tu es venu encore pour surendetter le pays. Et quand c'est comme ça, le peuple voit en toi un élément dangereux. Quelqu'un qui ne va pas apporter, voilà, le changement au pays, mais plutôt qui va encore engouffrer le pays dans la merde et le désordre. Voilà pourquoi, quand tu es un candidat et que tu as tes collaborateurs, je dis bien des collaborateurs, des gens qui possèdent des idées, des gens qui ont des projets, l'autre il peut avoir des projets, il peut proposer. Et l'autre, il a des idées. Où est-ce que vous pouvez trouver l'argent pour financer ces projets? Chacun apporte un peu. Et vous tracez un bon programme de gouvernement. Vous êtes sûr à 100%. Et le président, il va bosser ça. Il est sûr. Maintenant, lors du débat télévisé, il peut mettre son cahier devant lui. Tout son programme, il met ça devant lui. On lui pose des questions, il répond. Il répond. Ou bien, il ne met pas un truc devant lui, mais il bosse par cœur. Et il maîtrise. C'est comme s'il partait faire les examens. René Caillé. C'est ça qu'on appelle René Caillé. Où tu bosses et tout ça à boileau. D'après le langage ivoirien. Il peut faire un boileau. Il met ça, il bosse bien ça y est dans sa tête. Lors du débat télévisé, il vient, il parle, il détaille où est-ce qu'il va enlever son argent pour financer et tout. S'il a convaincu le pays, parce que tout le monde sera branché devant son écran. Leur écran. Donc, si tu as été convaincu,
Alors tu dis, mais lui là, il a un bon programme. Et d'ailleurs, il a été clair dans ses explications, dans son exposition, sa thèse et tout ça, c'est bien développé. Alors mon choix, c'est celui-là. Mais que ce soit un rebelle qui fait une bonne thèse, une bonne exposition, mon frère, quelle que soit l'inspiration que tu vas avoir pour exposer, on ne va pas te voter parce que tu es un danger. Voilà, un rebelle est un menteur. Parce que pour être rebelle, il faut être menteur. Il faut mentir d'abord au peuple pour pouvoir permettre à ce peuple de prendre les armes. Donc, quand tu es rebelle, quel que soit ce que tu vas expliquer au peuple, le peuple va voir en toi un menteur, un bandit notoire et quelqu'un qui devrait croupir derrière les barreaux. C'est clair. Donc, je pense que c'est ça. Alors, c'était ma vision sur le PDCI RDA. Faites attention et aussi essayez de proposer des bons programmes. Des bons programmes aux Ivoiriens. Parce que le terrain change, le monde évolue. Et vos programmes de 2010 là que vous aviez sous vos mains, changez des choses. Vous pouvez prendre les choses essentielles, mais changez aussi des choses. Parce que le terrain évolue, le monde évolue, les siècles évoluent, les jours passent, le monde se modernise. Il faut précipiter la modernisation et non avoir des idées archaïques pour retarder l'Afrique. Non, on devrait visionner loin. Alors, je ne sais pas si vous pouvez me permettre à parler un peu de la sécurité africaine. Si possible, je ne sais pas si vous pouvez me le permettre. Si possible, faites-moi signe, commentez comme ça. Si je peux développer ça en 5 minutes, voilà la sécurité. Et comment je vois la sécurité, comment l'État ivoirien futur, oui, bien sûr, parce que je ne parle pas de ce voyou qui est au pouvoir, qui fait truc en Paul Kagame, il n'est pas rebelle aussi. Paul Kagame est différent de nos rebelles bandits. Paul Kagame, il ne fait pas allégeance à Paris. Paul Kagame, il n'exécute pas les coups d'appel venant de l'Élysée. Il ne se prie pas aux coups d'appel venant de l'Élysée. Paul Kagame a les couilles. Mais est-ce que vos rebelles qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont les couilles? Vos rebelles ivoiriens, là, ils ont les couilles. N'est-ce pas, ils exécutent les ordres de l'Élysée pour tuer les Ivoiriens. Ils ne sont même pas capables de prendre des décisions qui vont aller contre l'Élysée. Ou bien au profit des intérêts de la Côte d'Ivoire. Non. Or, Paul Kagame, c'est le contraire. Lui, là, il tape dur. Il a même fermé l'ambassade de France au Rwanda. Il n'a pas joué avec eux. Il a changé la langue. C'est ça, on dit quelqu'un. On fait une rébellion pour une bonne cause, pour changer les données. On ne fait pas une rébellion pour être encore sous la menace française. On ne fait pas une rébellion pour tuer son peuple, pour exécuter encore les ordres de l'Élysée. Parce que c'est ça, les présidents ivoiriens ont toujours exécuté. Maintenant, vous faites une rébellion pour changer tout. Mais quand on change, il faut changer tout. Quand on fait la rébellion pour changer, il faut tout changer. Mais pourquoi nous, on a mal? Vous avez dit, vous venez changer. Mais changer là, c'est à cause de Gbagbo seulement. Vous avez tué. Mais on pensait que le changement allait s'étendre sur tous les plans. Mais vous n'avez pas été capable de le faire. Voilà la haine qui m'alimente. Et oui, j'accepte cela. Parce que cette rébellion, je n'ai jamais cautionné ça. Parce qu'elle n'a pas les couilles. Ce n'est pas une rébellion qui est venue changer. C'est une rébellion encore pour venir encore amplifier la France-Afrique et la domination française sur la Côte d'Ivoire. Pour permettre aux Blancs qui logent à l'Élysée de malmener les Ivoiriens. Voilà pourquoi nous n'approuvons pas cette rébellion. Voilà pourquoi nous désapprouvons cette rébellion. Paul Kagame, il ne l'a pas fait pour faire allégeance à Paris. Aujourd'hui, c'est Paris qui court derrière lui. Lui, il ne court pas derrière Paris. Or, la rébellion ivoirienne, c'est elle qui court toujours derrière Paris. Et Paris, maintenant, fait le grosso modo. Et ce n'est pas une bonne rébellion. Quand on fait une rébellion, c'est pour changer. Fidel Castro a fait ça au Cuba. C'était pour changer le Cuba. C'était pour changer le Cuba parce que le Cuba était sous l'occupation américaine. Il a changé les données. Son nom est resté. On fait une rébellion pour changer. On ne fait pas une rébellion pour tuer son peuple, pour dire non, je n'aime pas le président, tu ne l'aimes pas. Et tu te fais souffrir. Parce qu'il est dans un système moral, pourquoi il te fait souffrir? Maintenant, quand tu enlèves ce président, quitte le système. Et mets-toi dans un autre système qui ne va plus te faire souffrir, qui ne va plus faire souffrir ton peuple. Mais tu es encore dans le même système. Si ce n'est pas une politique alimentaire, une politique égocentrique, je ne vois pas.
Donc, votre rébellion, ça n'a pas arrangé les Ivoiriens. Ça a arrangé un groupuscule d'individus en Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Voilà le problème. Pourquoi nous désapprouvons? Pourquoi nous crions toujours? Donc, on ne comparez pas Paul Kagame à Ouattara et Soro. C'est la nuit et le jour. Paul Kagame, entre lui, Soro et Ouattara, c'est la nuit et le jour. Ne les comparez même pas. Donc, je pense que vous avez compris mon exposé sur cette histoire de la rébellion. Isaac Babou. Donc, j'aimerais m'occuper un peu de la sécurité. Je ne parlais pas de ça et tout ça. Moi, ce que j'aimerais souhaiter au gouvernement futur de la Côte d'Ivoire, j'aimerais que dans les écoles, en Côte d'Ivoire, ce qu'on dit EPS là, j'aimerais que les EPS soient remplacés par une formation militaire. Tous les élèves de Côte d'Ivoire, femmes comme garçons, devaient faire la formation militaire. Obligatoire. Formation militaire obligatoire. Vous savez, Israël est un petit pays entouré des pays arabes. Vous savez pourquoi ils sont forts? Parce que tout le monde est militaire. Femmes comme garçons. Tout le monde est militaire. Jusqu'au sommet de l'État. Netanyahou lui-même il a pratiqué. Il est militaire. Quand ça chauffe, si ça chauffe, il peut même prendre les gens pour combattre. Là-bas, eux tous ils sont militaires. Quand ils sont étrangers ou sur le territoire, avant de travailler, tu fais la formation militaire d'abord. C'est comme ça en Israël. À quoi ça? Les gens, les Arabes qui sont à côté, ils ont peur de ça. Parce que tu ne peux pas rentrer chez quelqu'un, chez la maison, dans une maison de quelqu'un, et puis il va avoir, lui-même il est militaire. Tous ses enfants sont militaires. Donc pour rentrer dans la maison, là, vraiment, il faut couler sueur. Ce n'est pas facile. Parce qu'eux-mêmes, ils connaissent. Et c'est comme ça se passe. Et ce n'est pas seulement en Israël. En Russie, ils ont commencé à appliquer ça dans les écoles. Chacun applique ça dans les écoles. Ils font la formation militaire. Aux États-Unis, beaucoup commencent à pratiquer ça dans les écoles. Ah mais oui. Et maintenant, tu fais la formation militaire, arriver devant, comme EPS. Hein, je ne dis pas, il faut laisser tes études pour aller, non. Coup d'EPS, là. De la manière on vous dit d'aller faire EPS, vous prenez 2 heures pour faire EPS, là. C'est 2 heures, là. Il faut avoir des chefs militaires qui vont former les élèves. Donc, il y a des jours dans la semaine pour faire EPS. Et ce jour-là, il y a des heures, 2 heures, hein, chaque semaine pour faire EPS. Et ces 2 heures, on fait une formation militaire aux élèves, tous les élèves ivoiriens. Et donc, quand tu sors, après avoir fini tes études et tout, on te donne des notes. Hein, dans cette formation militaire qui sera l'EPS, tu auras des notes. Le jour de l'examen, ces formations, ce qu'on t'a appris, tu vas faire la démonstration, on va te noter. Et maintenant, papier, histoire, géosciences, tout dépendra, ça sera un examen dans une salle. Et tout ça là, ça va te suivre. Si tu gagnes tes diplômes et que tu veux devenir un corps habillé, plus tard, mais tout dépend de toi. Là, tu es déjà professionnel. Parce que tu as commencé ça depuis l'école primaire, le collège et même jusqu'à l'université. Tu as fait la formation. Et maintenant, si tu veux devenir maintenant un haut gradé, tu sors de l'université et tu pars maintenant dans une école militaire ou bien de gendarmerie spécialisée pour t'apprendre encore certaines choses. 1 an pour pouvoir te faire adhérer mieux au sein de l'armée. Là, tu deviens réellement un bon professionnel. Tu n'as plus besoin d'aller voir les soldats parisiens courir là-bas, dépenser des milliards pour venir enseigner les militaires ivoiriens. Si on met ça en place là, vous allez voir, on va devenir des vrais spécialistes. Les microbes là, ils vont non, leur influence, parce que tout le monde sera militaire. Je dis bien tout le monde sera militaire en Côte d'Ivoire. Microbe va venir te blaguer pour venir te... Non. Parce qu'ils vont te montrer certaines choses, comment faire pour te défendre face à des voyous, des microbes. C'est tout ça qu'on apprend ça dans l'armée. Et vous allez voir, tout ça, ça va diminuer. Parce qu'ils vont bien les enseigner. Il faut défendre ta patrie. Il ne faut pas faire du mal à tes prochains. Mais il faut te défendre. Si seulement si ta vie est en danger. Là, tu peux te dire, on fait une formation militaire appliquée à tous et à toutes. Mais là, si tu n'es pas apte, là, c'est un autre cas.
C'est si on voit que tu as une maladie, tu ne peux pas faire ça, ok, il n'y a pas de souci. Tes dossiers, tu vas faire école simple, il n'y a pas de souci, mais EPS, ça ne sera pas là-dedans. À cause de la haine, on prévient. Marie-Christelle Pega, tu es compliqué aussi. Est-ce que dans ça, là, il y a compliqué? Il y a plusieurs pays qui le font. Même j'aurais appris que le Rwanda veut mettre ça sur pied. Pour avoir une armée forte de nos jours, il faut demander à tous les élèves de faire une formation. Puisqu'on ne peut pas attraper chacun chez lui pour dire viens faire formation militaire. Non, c'est dans les écoles. Comme il n'y a pas de camps pour pouvoir apprendre à tous les Ivoiriens d'aller ensemble, c'est dans les écoles où les élèves ils font un pièce là. C'est là-bas. Il faut donner des cours, des formations militaires. Hein, les heures des pièces, on prend ça pour faire formation militaire. À tout le monde. Et puis, on paye des armes, des vieilles armes, on leur donne et des fausses cartouches. On leur donne pour tirer vrai. Pour tirer comme ça, des fausses cartouches, pour tirer, pour voir comment ils doivent maîtriser. Et on les forme bien. Et en dehors de ça, l'Afrique devrait avoir une armée propre à elle. Pourquoi je le dis? Parce que les Africains, ils sont trop feignants, ils sont trop naïfs, ils sont là. Pourquoi cette histoire de France-Afrique ne finit pas? Pourquoi ça ne finit pas? Parce que les Blancs, je vais vous interpeller. Cette histoire d'opération Barkhane, c'est l'OTAN qui est en train d'envahir une partie de l'Afrique. Et ils vont faire tout pour envahir toute l'Afrique. Et là, s'ils envahissent toute l'Afrique, l'Afrique n'aura plus un mois deux, ils vont affaiblir l'Afrique. C'est une stratégie pour affaiblir l'Afrique tout entière. Pour ne pas que l'Afrique devienne une puissance militaire. Pour ne pas que l'Afrique se défende elle-même. Pour que le terrorisme grandisse en Afrique. Et essayer de déstabiliser les États qui vont vouloir prospérer sur le plan économique, militaire et aussi éducatif. Et parce que le fait de créer le terrorisme, bouleverser des États est égal à influencer l'éducation. Parce que si tout est mélangé, qui va encore aller à l'école? Tout le monde fuit pour aller se cacher à l'abri dans les villages, se déplacer, aller ailleurs. L'éducation perd sa stratégie, perd son contrôle, alors tout le monde devient analphabète. Ah oui, parce que s'il n'y a plus de sécurité et les terroristes font des attentats, comment on peut faire pour être éduqué? Et donc les Européens, leur stratégie, c'est d'affaiblir l'Afrique sur le plan éducatif. Et nous sommes déjà affaiblis. Oui, éducationnellement parlant, nous sommes affaiblis. Alors, cette histoire d'opération Barkhane, G5 Sahel, je vous rassure, c'est l'OTAN. C'est qui a l'Europe de l'Est, qui fait des coups d'État ici, qui déstabilise certains pays de l'Europe de l'Est. En Ukraine, c'est l'OTAN qui est là-bas. En Syrie, c'est l'OTAN qui a fait tout ça. Au Yémen, c'est l'OTAN qui opère là-bas. Et j'en passe. En Afghanistan, il y a une partie de l'OTAN. En Roumanie, et ces pays ne se développeront jamais. Ils vont les affaiblir. Tant qu'ils sont là, ils affaiblissent les pays. Aujourd'hui, l'éducation syrienne a pris un coup. Parce que tous ceux qui fuient, ils sont dans la débandade, ils ne peuvent plus aller à l'école. Tu cours, les balles, les terroristes qui se font exploser, tu vas encore étudier où? Mais tu deviens analphabète. Oh, tu grandis, les années passent. Les Afghans aujourd'hui, c'est des gens, ils sont anormaux. Un Afghan, quand il le voit, il fait comme un bébé. Les Afghans, ils ne sont plus trucs. Leur niveau d'éducation, vraiment, est très faible. Parce que l'OTAN les affaiblit sur le plan éducatif. Ils n'ont plus une armée, ils sont affaiblis sur tous les plans. Et donc, ils sont devenus les mendiants. Et on les dicte leur politique. L'Irak, allez-y en Irak. Mais c'est la dépendance, c'est le chaos. L'éducation, ça ne va plus. Quand un Irakien il raisonne, tu te demandes, mais est-ce que c'est un être humain? Parce qu'il ne raisonne pas comme un être humain. Et qui l'a fait? C'est l'OTAN. Non seulement l'Amérique a détruit ça, et en dehors de ça, ils ont envoyé les bases de l'OTAN en disant que ce sont les bases américaines. Mais en réalité, les soldats qui sont là-bas, ce sont les soldats des différents pays de l'OTAN qui représentent, qui sont dans ces pays et déstabilisent ces pays. Depuis que cette histoire d'opération Barkhane, G5 Sahel est arrivée en Afrique du Nord, ou bien l'Afrique saharienne,
Est-ce qu'il y a la paix? Mais non, il n'y a pas la paix. Les Maliens qui sont tranquilles, ils ne sont pas tranquilles. C'est la débandade totale au Mali. Est-ce que l'éducation malienne peut encore être bien posée? Ceux qui sont au nord du Mali. Mais non, c'est la débandade. Si tu pars dans une école, on fait attentat. Est-ce que tu pourras avoir encore le courage d'aller là-bas? Mais tu fuis l'école. Est-ce que tu seras éduqué? Non, il n'y aura plus d'éducation. Alors, tu vas falloir aller nettoyer dans les champs. Or, l'ambition et l'objectif de tes parents, c'était de voir leur enfant évoluer sur le plan professionnel. Mais malheureusement, tu vas prendre une machette ou une roue pour aller élaborer la terre ou bien nettoyer les herbes. Et c'est malheureux, c'est regrettable. Pourquoi les Africains ne veulent-ils pas avoir leur propre armée? Voilà pourquoi je demande à nos États africains d'obliger la formation militaire à tous et à toutes. C'est clair. Parce que les Occidentaux, ils utilisent ça. Si l'OTAN, quelque part, ils envoient les ONG pour déstabiliser les pays. Quand il y a des crises, ils poussent leur base de l'OTAN. Et on dit non, l'armée française. Mais quand vous allez partir en Côte d'Ivoire, cette histoire d'armée française, il n'y a pas seulement que les Français. Il y a des Allemands, il y a des Américains aussi. Mais comme ils ne peuvent pas dire c'est l'OTAN, ils vont dire c'est une base américaine, une base anglaise, une base française. Mais en réalité, ces bases-là, il y a toutes sortes de soldats des différents pays européens et américains. C'est ce que vous oubliez. Et pour intervenir, eux tous, ils se mettent ensemble. Ils donnent le feu vert pour frapper. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et si on ne prend pas conscience, on sera en retard sur le plan sécuritaire. Alors, moi, ma proposition, j'aimerais, je dis bien j'aimerais, que chaque pays africain donne au moins 20 000 soldats. Je dis chaque pays africain donne 20 000 soldats. Non seulement ça peut permettre à la jeunesse africaine d'avoir du boulot, parce que ça c'est la création de l'emploi. Imaginons qu'on dit chaque pays africain donne 20 000 soldats. En Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire devrait donner 20 000 soldats, on ne donne pas les soldats qui sont déjà dans l'armée. Mais l'État allait encore de nouveau recruter 20 000 jeunes Ivoiriens, les former pour pouvoir les donner à la nouvelle armée africaine. Donc non seulement ça pouvait encore donner de l'emploi à d'autres jeunes Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas concevoir et accepter qu'un pays, pour sa sécurité, tous les soldats de son pays font au moins 30 000. Mais ce sont les âneries. Même les rebelles syriens, ils valaient au moins 200 000, 300 000 personnes. Et un pays, pour sa sécurité, vous avez 30 000 hommes. Mais ça, c'est une humiliation totale. Pendant ce temps, d'autres pays ont au moins 1 million de personnes. Souvent même, ils ont 1 million de personnes. Et les réservistes, ils sont au moins 2 millions. Mais en Côte d'Ivoire, vous partez l'armée, tous ceux qui constituent l'armée, ils sont 30 000. Et les réservistes, ils sont 2 000. Et on dit, bon, on a une armée. Mais c'est de la plaisanterie. C'est de la plaisanterie. Et ça, on appelle ça aussi armée. Si on n'avait rien du tout, je dis bien rien du tout, on devrait avoir 100 000 personnes au sein de l'armée ivoirienne. Il faut encore recruter des jeunes Ivoiriens. 100 000 personnes. Et les réservistes, au moins 50 000 qui vont être là comme une réserve. Maintenant, on a 30 000 et réservistes sont 2 000. Et puis on dit on a une armée. Allez-y voir les Américains, allez-y voir les Russes, allez-y voir la Corée du Nord, 25 millions. Eux tous, ils sont militaires. 25 millions, femmes, garçons, enfants, ils sont tous militaires. Tu rentres là-bas, tu as affaire à truc à des gens. Parce que tous, tu vas les traverser. Ils sont tous militaires. Formation militaire oblige. Corée du Nord. Enfants, grands, vieux, ils sont femmes, quoi. Ils sont tous militaires. Ils ont fait formation militaire. Donc, si tu rentres là-bas, enfant, avant de rentrer pour attraper Kim, il faudrait que tu traverses la population. 25 millions d'habitants, tu vas les traverser. Et eux tous, ils sont des militaires. Parce qu'on les a pris, obligés. Voilà pourquoi certaines puissances internationales font un peu, s'inquiètent un peu d'aller les attaquer. Parce que tu les attaques, tu as au moins en face de toi 25 millions de soldats que tu devras neutraliser tous pour pouvoir attraper le président. Or,
neutraliser 25 millions de soldats, toi aussi tu vas perdre des millions et des millions de soldats. Alors, pour éviter que tu perdes des gens, tu es obligé de réfléchir 1000 fois avant de faire quoi que ce soit. Raison pour laquelle Trump, il menace, mais il ne peut pas intervenir. Parce qu'il sait que s'il intervient, il a 25 millions de personnes qu'il doit assassiner d'abord avant d'arrêter le président. Or, c'est impossible de neutraliser 25 millions. À moins qu'ils utilisent les bombes nucléaires. Mais si ce ne sont pas les bombes nucléaires pour les traverser et aller attraper le président, tu vas aussi laisser ta peau. Vous voyez? Donc, ce n'est pas normal. La Côte d'Ivoire devrait avoir des soldats, au moins toute l'armée ivoirienne devrait avoir 100 000 trucs encore habillés, 50 000 réservistes, et maintenant une armée qui devrait constituer une force africaine de la manière dont l'OTAN est, pour demander maintenant les bases européennes du parti. Parce que si nous avons une armée propre à nous, ils vont utiliser quel argument pour dire non, on maintient encore nos bases militaires pour lutter contre le terrorisme, sachant bel et bien que les Africains eux-mêmes, ils ont maintenant leur armée. Donc nous-mêmes, on est bien placés pour lutter contre le terrorisme. Ils ne vont plus utiliser des arguments pour se maintenir encore sur le continent africain. Voilà encore une bonne réflexion pour les faire partir, pour les aider à partir sans même couler une goutte de sang. C'est ça le cerveau. Mais quand tu n'as pas le cerveau, mais comment tu fais? Mais ils vont toujours te malmener. Si la Côte d'Ivoire donne 20 000 jeunes, le Ghana donne 20 000 jeunes, le Sénégal donne 20 000 jeunes, le Mali 20 000, Burkina 20 000, Cameroun 20 000, Nigériens. Les Nigériens ils peuvent donner 30 000, ils sont beaucoup nombreux, ils donnent 30 000. Tchad 20 000, Niger 20 000. Il faut combien de mille de personnes? Au moins on peut obtenir 1 million de soldats. Je dis 1 million de soldats pour sécuriser toute l'Afrique. 1 million de soldats de bataillon pour sécuriser toute l'Afrique. Et donc, si un président, quelqu'un il fait un coup d'État, et il veut se maintenir au pouvoir, mais c'est 1 million de soldats, ils sont obligés de l'enlever au pouvoir parce qu'on ne veut plus des pouvoirs que les gens ils prennent par des coups d'État. Comme Ouattara l'a fait. Donc, les 1 million de personnes, s'ils disent, si tu ne quittes pas, on intervient, on t'enlève au pouvoir, et tu vas nous sentir, personne en Afrique ne pourra encore se laisser manipuler par Paris dans le but de prendre le pouvoir, parce que si jamais il prend le pouvoir, il va avoir en face de lui 1 million de soldats venant de tout pays africain. Et il va se trouver en face de ces derniers. Parce qu'on sera nombreux. Tous les pays d'Afrique du Sud devraient participer. Maintenant, on les partage en plusieurs bataillons. On construit des camps dans chaque pays africain, dans des coins stratégiques. Et ceux-là, ils vont veiller au grain. Ils vont veiller sur la sécurité de l'Afrique. Mais ils devraient rester en contact, communiquer ensemble. Et chaque pays maintenant devrait participer à un quota. Combien tu vas donner chaque année? Donc, ils vont essayer de s'attendre pour dire, bon, chaque année, chaque pays débloque une somme. Par exemple, une somme de 4 milliards pour financer. Donc, si la Côte d'Ivoire, chaque année, donne 4 milliards, le Cameroun 4 milliards, le Mali, le Burkina, le Sénégal, le Ghana, le Nigeria, le Niger, et j'en passe. Et tout cet argent-là, ils peuvent prendre ça, payer des équipements et même payer les soldats. Payer les équipements et payer les soldats sur le terrain. Mais ils vont veiller sur l'Afrique, mais ils ne le font pas. Ils sont là, ils demandent, Paris viens nous aider, Paris viens nous aider. Et peu, ils sont toujours là, demander à Paris. Et on veut une Afrique émergente. Mais pour pouvoir faire rêver les investisseurs, il faut d'abord une sécurité bien garantie. C'est comme ça, ceux qui viennent investir, ils ont de l'espoir. Ils savent que ce qu'ils vont mettre là-bas, leur argent, leurs milliards qu'ils vont investir, ces milliards ne partiront pas en couilles. Et donc, ils ont de l'espoir et ils viennent investir. Mais les Européens ne veulent pas que l'Afrique soit émergente. Ils ne veulent pas que les gens viennent investir colossalement en Afrique. Raison pour laquelle ils déstabilisent l'Afrique. Et ils créent n'importe des petites sociétés dans le but, ces sociétés qui sont contrôlées par eux-mêmes. Et au profit d'eux, au détriment du peuple africain. Et ils font croire aux gens que non, ils sont là investis. Et ça, c'est regrettable.
Oui, la nouvelle technologie, mais il faut avoir une bonne armée, 4000 personnes par chaque pays, ou bien 20 000 personnes, je dis 20 000, et parce que l'Afrique est grande, donc on doit construire des bases militaires partout en Afrique, et ces bases militaires seront des bases militaires africaines. Et ces bases seront contrôlées par l'Union africaine, qui, elle, devrait être transparente, qui ne devrait pas être influencée par l'Élysée. Donc l'Union africaine devrait contrôler cette armée africaine, qui devrait avoir plusieurs bases partout en Afrique. Et donc, si ces bases sont là-bas, on demande aux Européens de partir. Ils n'ont pas enlevé leurs bases. Non, on est là pour suivre. Non, non, non. Nous avons assez de militaires, nous avons assez de combattants. On est performants, on peut lutter contre voilà, la criminalité, les rébellions. Donc, on partit. Prenez vos bagages, partez. Enlevez vos bases militaires et vous allez voir. Parce que l'ONU là va même partir. L'ONU ne va plus rester là. Elle sera obligée de partir. Parce que quel argument encore l'ONU va utiliser pour maintenir les soldats onusiens? Elle sera obligée d'interpeller ces soldats et partir. La France aussi, l'Amérique aussi. Mais si on ne le fait pas, ils vont envahir toute l'Afrique. Et l'Afrique sera le champ de bataille pour le monde entier. Ils vont détruire l'Afrique. Ils vont faire les guerres en Afrique pendant ce temps chez eux. Resteront stables. Et nous, on va connaître toujours les guerres. Et on ne pourra rien dire parce qu'on est incapable de se défendre. On est incapable de nous imposer. Puisque militairement, on sera faible. Donc, voici mes idées que je propose. Il est compris. De très bonnes idées. Donc, voici ce que je proposais. Les gens peuvent dire, bon, non, ce ne sont pas des bonnes idées. Ce sont des mauvaises idées. Mais essayons quand même pour voir. Essayons. Parce qu'on ne sait pas. Là, cette armée sera transparente. Elle ne sera pas dirigée par un pays européen, non. Cette armée aura la liberté de commercialiser avec tous les pays du monde. Si cette armée africaine qu'on va mettre sur pied a besoin de certaines armes, elle sera obligée. Elle peut aller payer en France, payer aux États-Unis, payer en Israël, payer en Russie, payer en Iran, payer en Inde, payer en Corée, payer en Chine. Et donc, il aura une transparente. Aucun pays ne fera encore le malin sur eux. Si cette armée veut payer des équipements militaires ou bien certaines choses stratégiques, mais elle est libre de commercialiser parce qu'elle ne sera pas sous la domination des pays européens. Mais nos pays sont déjà sous la domination des pays européens. On veut faire une armée. Ce sont eux qui nous empêchent d'avoir un bon nombre de soldats au sein de nos armées. La France, par contre, a interdit à la Côte d'Ivoire d'avoir beaucoup de soldats. Et qu'eux, ils sont présents, donc la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un grand nombre de soldats. Pourquoi? Parce que ça les arrange, ça va toujours faire que notre armée sera faible. Elle nous empêche d'obliger la formation militaire forcée dans les écoles. Pourquoi? Pour ne pas qu'on soit des vrais professionnels, pour qu'on aille toujours à l'Élysée, pour qu'ils puissent nous enseigner des bêtises qui disent formation militaire. Pendant ce temps, ces formations ne sont pas des vraies formations, ce sont les derniers de l'armée française qui prennent pour aller nous donner des cours de militaires. Et on est toujours nul. À un moment donné, il faut changer de stratégie. Changeons de stratégie. Je pense que ça sera la bonne chose. Les militaires ne sont pas toujours pour la protection de l'État dont ils sont basés. Oui, les bases militaires sont là-bas pour leurs propres intérêts, pour déstabiliser le pays des gens, pour mettre pression sur nos dirigeants. Mais oui, ces bases militaires sont là pour nous contrôler. Ils ont des systèmes d'écoute téléphonique dans leurs bases militaires. Ils ont des hauts appareils, ils ont des drones qui décollent chaque nuit pour visiter nos États. Si nous ne fabriquons pas des armes, si on n'est pas là, voilà cette bêtise qu'ils font là-bas. Ils contrôlent l'Afrique avec ces bases militaires. Parce que depuis leur base militaire, ils ont des drones pour superviser, pour voir, pour nous espionner. Est-ce qu'on ne fabrique pas des armes de destruction massive? Voilà. Et quand ils seront là-bas, on ne pourra même pas se développer sur le plan militaire. Ils vont nous contrôler. Et on est toujours faible. Tu parles, il t'écoute, il dit quoi? Et puis, depuis là-bas, ils appellent l'Élysée, voilà ce qu'ils font. Ils écoutent même le président.
Les présidents, voilà quel plan ils préparent. Et l'Élysée part, appelle le président. Qu'est-ce que tu dis? On a tout entendu. Tu as intérêt de rectifier ce que tu fais. Sinon, si tu continues, tu quittes le pouvoir. Et nos dirigeants, ils tremblent. Ils disent, bon, papa Macron, j'ai compris. Papa Hollande, j'ai compris. Papa Nicolas Sarkozy, j'ai compris. Et ils se soumettent. Voilà les bêtises qui se passent. À un moment donné, il faut les chasser là-bas. Les hélicoptères qui chutent, qui font le tour de la Côte d'Ivoire, ce sont des hélicoptères espions. Il y a des appareils sophistiqués pour voir s'il n'y a pas de fabrication d'armes secrètes et tout ça. Et ils contrôlent le pays. Ils nous supervisent. Ils nous contrôlent à longueur de journée. Mais est-ce qu'on peut faire ça en France? On ne peut pas. Mais eux, ils se permettent de violer notre espace aérien. Essaie de violer l'espace aérien français. Ils vont abattre ton avion. Et non, ils n'acceptent pas. Ça va devenir une crise, pas possible. Mais eux, ils se permettent, ils ont le plein droit. Là où on leur a donné la base, là, c'est pas là-bas, ils restent. Hein. Ils prennent leurs avions, ils circulent partout en Côte d'Ivoire. Ils partent dans les autres villes. Est-ce que c'est là-bas on les a logés? Ils cherchent quoi? Ils cherchent, non seulement ils cherchent des matières premières, est-ce que les sous-sols sont riches? Ou bien ils cherchent aussi des fabrications des armes. Et comme ça, ils vont faire le rapport à l'ONU, ils vont mettre des sanctions, ils fabriquent des armes, ils vont les détruire pays des gens. Ou bien ils ont des armes lourdes, il faut les détruire. Quand ils voient que tu es là, équiper ton armée lourdement, ils vont créer une situation et ils vont créer une guerre. Ils vont intervenir pour bombarder tes armes et mettre ton pays sous embargo dans le but de ne plus t'équiper en armes. Parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas voir des pays africains équipés, mieux équipés militairement. Pour qu'eux, ils puissent faire ce qu'ils veulent. Voilà le problème de Paris. Donc pour les chasser, il ne s'agit pas de la brutalité, mais il s'agit d'utiliser le cerveau pour pouvoir les malmener sur le plan diplomatique. Doucement et puis ils partent. Certaines de ces bases sont là pour une intervention rapide à tout État concerné. Je m'explique, la base américaine des USA au Japon a servi à une intervention rapide entre les USA et la Corée du Nord. Voilà, donc vous comprenez maintenant. Bon, je vous remercie infiniment. Je pense que j'en ai déjà fini. Je souhaite une très bonne nuit à tout le monde, à tous et à toutes. C'était l'incontournable Yaya complet. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Vive l'Afrique tout entière. Ciao.